Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Non, ce n'est pas la critique d'un film aujourd'hui. On ne parle d'un film qui sort demain au cinéma Et non. ou dans une semaine. Il s'agit de notre vidéo annuelle, Thibaut, notre top, La dernière de l'année. la dernière de l'année, tout à fait, le top 2022, les 10 films de l'année 2022. 20 en fait, parce qu'on va un peu parcourir du 20 au 10, mais de manière assez rapide. Oui, pour de la 20e à la 11e place, ça va aller vite. On va Voilà, juste les citer. Ceux qui n'ont pas fait le Vous top les 10, montrer. Parce mais- que je trouve que le truc, c'est que dans les tops de fin d'année, il y a beaucoup les mêmes films qui reviennent, ce qui est normal. Donc je trouve que si tu en montres 10 de plus, ça montre un petit peu la largeur de la chose. La richesse de l'année cinématographique qui vient de s'écouler. Et puis ça permet. Là, nos auditeurs français se disent: ah oui, c'est vrai, c'est des Belges. Il a un accent belge celui-là. Terrible. Donc du coup, on parle du numéro 20 au numéro 11. Je propose qu'on démarre directement, paf, dans le vif du sujet. Allez, vas-y. Est-ce qu'on partage cette première page, Thibaut? Celle-ci, que vous allez voir apparaître sur votre écran si vous le regardez en vidéo, ou bien si vous ne le regardez pas, vous allez pouvoir écouter. Gros travail de graphisme de ma part, Oui. sachant que je n'ai aucune compétence en la matière. C'est pas grave, c'est Alors, très bien. En 20e place, nous avons Leila et ses frères de Raïd Roustaï. Film qui était passé à Cannes en compétition Oui. et qui a énormément plu sur la croisette. Voilà, c'est mon 20e choix. En 19e place, La Nuit du 12, film français qui avait beaucoup impressionné aussi à Cannes. Avec Bouli Lanners, hein. Avec Bouli Lanners, tout à fait, qui parlait d'un crime non résolu, ce qui rendait toute la chose très intéressante, évidemment. En 18e place, un film que j'ai longtemps oublié, et puis je me suis souvenu, ah bah oui, c'est vrai que c'est sorti cette année, parce que je l'ai vu il y a 1 an et demi, à Venise, c'était À plein temps, avec leur calami en mer complètement débordée, que tu avais vu aussi, hein, je pense. J'avais hein. vu, j'ai beaucoup aimé, oui. Oui, on en avait parlé, de toute façon on a parlé de tout dans le podcast, hein, c'est pas compliqué. En 17e position, nous avons Armageddon Time, film qui n'est pas sorti en Belgique malheureusement. Non. C'est, je pense, le seul film qui n'est pas sorti ici, qui est dans mon top. Film de James Gray. Je sais pas s'il est encore en salle en France, mais si c'est le cas, n'hésitez pas à aller le voir parce que c'est un des plus beaux films de l'année. En 16e position, nous avons Conte du hasard et autres fantaisies de Hamaguchi, le réalisateur de Drive My Car, qui ici faisait un film qui était passé à Berlin, qu'il avait tourné avant Drive My Car, machin, bref, qui est sorti après et qui était super. Voilà, vive le cinéma asiatique. Et ensuite, nous avons After Yang de Kogonada, Oui. avec Colin Farrell. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre ça dans le top, mais je le dirai. Je vais dire mon acteur de l'année et mon actrice de l'année. Et bref, j'ai déjà spoilé la matière pour l'acteur parce que c'est évidemment Colin Farrell, l'acteur de l'année. Oui, Parce qu'il a d'autres films dans ce top. Et il y a un film qui n'est pas dans ce top parce qu'il sortira tout début janvier en Belgique. C'est The Banshees of Inisherin, dans lequel il est fantastique. Bref, Colin Farrell, acteur de l'année, très clairement. en tout cas, c'est un acteur qui a connu des moments bas dans sa carrière et qui là. Ah, mais stratosphérique, hein, je pense qu'il aura l'Oscar Ah, ok. pour Banshees of Inisherin. On Voilà, verra. c'est dit. En 14e position, nous avons Decision to Leave de Park Chan-wook, je dis bizarrement, qui avait aussi magnifiquement impressionné la croisette, et Chan-wook n'était pas reparti bredouille, puisqu'il Non. était reparti avec le prix de la mise en scène. En même temps, c'était tout à fait mérité, parce que c'était le prix le plus évident que ce film pouvait avoir, tant c'était une maestria de mise en scène. Donc voilà, entièrement mérité Tout à fait. pour Park Chan-wook. En 13e position, nous avons Pinocchio, enfin Guillermo del Toro's Pinocchio, Oui, à qu'il ne faut pas le confondre distinguer. avec le Pinocchio de Robert Zemeckis, qui est de- sorti sur Disney+, que je n'ai toujours pas vu. Ou de Roberto Benigni. Oui, sorti il y a quelques années. Je sais Oui, plus où plus c'est. celui de Matteo Garonne. Oh Bref, là là, il y a enfin, trop de bref. Pinocchio, donc on a Ouais. dit Guillermo del Toro, Pinocchio, comme ça Oui. on est sûr que... Mais qui est une merveille d'animation. Écoutez le podcast. C'était sorti en salle en Belgique. Stop motion, hein. À voir sur grand écran, c'est magnifique. C'est pas pour les tout petits, parce que c'est un peu dark. Mais c'est très très beau. Guillermo, c'est le patron. Enfin, c'est un des patrons, parce qu'il y en a beaucoup des plusieurs patrons. des patrons quand même. Ouais. Mais voilà, c'est un très très beau film. À voir sur Netflix, pardon. En 12e position, nous avons Avatar, The Way of Water. Voilà. J'avais déjà quand même pas mal fait mon top avant de voir le film, parce que je l'ai vu la semaine dernière. Enfin, il y a plusieurs semaines, pardon, au moment où vous écoutez ce podcast. Et bah, il n'y a rien à faire. Hein. C'est tellement un grand spectacle que personne d'autre ne fait des trucs comme ça que
voilà, forcément, ça ne peut être que Si dans son un top de histoire- fin d'année. ouais, si son histoire était un peu meilleure, peut-être qu'il serait dans le top 10, quoi. C'est ça. En vrai, si je m'étais encore plus penché sur mon top après l'avoir vu, peut-être que je l'aurais peut-être mis plus haut. Mais non, 12e Il est position, très c'est frais, déjà ouais. très très bien. Tout à fait. Et je suis ravi, c'est vraiment bah forcément, 12e place, c'est un des films de Et l'année. là, en 11e Et place, en c'est un 11e plaisir place, coupable. oh bah oui et non, parce que en fait, au final, ça va un peu dans la. Je peux tenir un peu le même discours que ce que je viens de dire pour Avatar. Gros spectacle. C'est RRR de SS Rajamouli, qui est disponible sur Netflix en Belgique. Et chaque fois, j'ai envie de dire Disney. Pour RRR, je suis pas sûr. Qui en France était sorti au cinéma et donc n'est toujours pas disponible sur Netflix, contrairement à ce que j'ai dit dans le podcast sur RRR. Mhm. Mais au moment où je l'ai dit, j'ai découvert qu'en fait Netflix avait changé sa politique. Donc quand tu vas sur ton compte Netflix dans un autre pays, maintenant tu as le catalogue du pays dans lequel tu es facturé en fait. Tu n'as Ouais, plus tout à fait. le catalogue du pays dans lequel tu te trouves. D'où mon erreur à l'époque. Donc voilà pour les films de la 20e, 11e place, mais pour voilà, RRR, c'est vraiment du grand spectacle, c'est du n'importe nawak dans tous les sens, c'est extrêmement généreux, c'est un des meilleurs films de l'année tout simplement. Voilà. Un gros plaisir, pas coupable, un plaisir tout court ce RRR. Voilà en tout cas, dans ton top 20 à 10, t'as été très vite, mais c'est le Oui, but, hein. trop. On est J'ai là l'impression d'être un autre youtubeur qui parle très très vite. Oui, Mais, mais bon là on l'a voilà, fait. ici il y a de tout. Il y a du cinéma iranien, il y a du cinéma français, du cinéma coréen, du cinéma américain, du cinéma indien. Franchement, c'est très éclectique. Mais là on va prendre le temps Bah. un peu plus pour le top 10, parce que Mais ça, oui. ça rentre dans le sérieux, dans le vif du sujet. Pour chaque film, tu vas me dire pourquoi. Pourquoi il est là. Parce que, Parce que, merci Thibaut. déjà, Commençons par le numéro 10 de ton top. Il s'agit de Close, film de Lucas Dont, film belge, n'est-ce pas, qui a Tout à été fait. nous représenté fièrement sur la croisette et qui... oui, qui est reparti avec le Grand Prix, Tout à fait. et qui là vient, on l'a appris tout à l'heure, il y a quelques semaines, pardon, désolé, qu'il était dans les 5 nommés pour le Golden Globe du meilleur film en langue étrangère. Ce qui était très attendu honnêtement, hein, quand je pense vraiment qu'il fait partie des favoris pour les cérémonies de fin d'année, en tout cas Oscar et Golden Globe, et je pense même qu'il peut le gagner. Ce serait dingue. ça. Face à lui, il y a quoi? Triangle of Sadness. Ouais. et je sais plus trop quoi d'autre, mais Ça va pas être facile, ça. non, mais il y a du lourd, mais vraiment là je pense que le sujet est un peu moins touchy Provocateur, oui, c'est que ça. Girl. Girl était pas trop bien passé aux États-Unis. Ici, c'est plus évident. Ça passera beaucoup mieux, je pense. Et en même temps, cette histoire d'amitié. Ce qui est bien, alors, j'ai discuté du film avec un confrère qui a vu le film plus récemment. Et on n'avait pas forcément la même lecture sur tout ce qu'il y a dans le film. On peut n'y voir qu'une histoire d'amitié et puis un film qui bascule sur le deuil. Ou on peut y voir une histoire d'amour. Et puis, évidemment, un film qui bascule sur le deuil. Ça, il n'y a pas de doute sur la deuxième partie du film. Mais voilà, c'est ça. Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est de l'amitié? Ça peut être les deux. Et la vérité, c'est qu'on se fiche de ce que c'est réellement. Donc voilà, c'est un très très beau film, très touchant. Grand Prix à Cannes. Beaucoup, on va pas se mentir, on espérait la Palme d'Or. Enfin, je dis on, même si mon préféré c'était quand même Triangle of Sadness, qui a remporté la Palme d'Or. Donc Tout à j'étais fait. très content. Mais voilà, Close, deuxième film de Lucas Dont. Franchement, faire un truc pareil. Déjà, le premier était magnifique, le deuxième, il confirme. Donc voilà, j'ai hâte de suivre le reste de la carrière de Lucas, parce que ce qu'il fait, c'est vraiment très très bien. En 2 films, il marque son empreinte dans le cinéma belge et il s'impose un peu comme Aussi, un des nouveaux patrons. Hein. le cinéma... Oui, alors du cinéma belge, Oui. très clairement. Oui. Mais déjà, en 2 films, il s'impose très bien sur la scène internationale aussi. Ah oui. Même encore mieux, j'ai du envie de cinéma dire. d'auteur, en tout cas. Oui, c'est ça. Il ne boxe pas dans la catégorie des Top Gun Maverick Ben, ou des Avatar. attention, Mais Lucas voilà. Dont l'a dit lui-même en interview, j'avais lu ça quelque part, que son objectif un jour, c'est de pouvoir faire un film à la James Cameron. Oh. Il dit c'est mon fantasme absolu, c'est ma mère a pleuré 100 000 fois devant Titanic et je veux faire un film d'une ampleur pareille un jour. Il l'a dit. Je suis très curieux de. Donc, on verra, J'espère qu'il arrivera à ce niveau-là. Bah, moi aussi, j'espère pour lui. Enfin, c'est au niveau de budget, etc. Ah oui, c'est ça. hein. Parce qu'en soi, faire un film Parce émotionnel, il sait le faire. Il est déjà très talentueux. Oui, c'est ça. Donc on verra bien. Lucas Dont, sa petite Oui, carrière. d'ailleurs, l'émotion, certains diront que c'est son point faible parce qu'il en fait parfois trop. Et c'est pas toujours très subtil.
mais pour moi, ça fonctionne à crever, quoi. C'est C'est parfois ce compliqué qu'on- de pas être touché par ce qu'il nous montre. Mais hein. c'est parfois ce qu'on reproche à d'autres réalisateurs. On pense à Christopher sûr. Nolan qui parfois pêche un peu son Ah, côté lui, d'émotion. justement, l'émotion, il gère pas. hein. Voilà, donc Nolan. il ferait bien de co-réaliser un film, peut-être ça marcherait bien là-dessus. C'est close, donc 10e film de ce top 10. Allez le voir s'il ne s'est pas encore fait. On passe au 9e et c'est The Northman. Ça, c'est une surprise quand même parce que c'est un film qui a été très attendu. Ouais. Grosse hype autour de ce film. Beaucoup de promos à l'époque, je me rappelle. Mais ça a fait un bon gros flop. hein. Ça n'a pas bien marché. Ça n'a pas été reçu comme il se doit. Bah écoute, je pense que c'est le cas de beaucoup de grands réalisateurs, ou enfin, en tout cas beaucoup de monde de toute façon. Mais oui, c'est vrai que Robert Eggers a une petite hype quand même, hein, une grosse hype. Parce qu'il y a le cachet à 24 et tout. Même si ici, c'est pas un film à 24. hein, Non, mais voilà, il se place depuis quelques années comme un des grands, enfin, alors, en tout cas des réalisateurs incontournables dans le cinéma de genre, slash horreur, etc. Aujourd'hui. Donc c'est clair que The Northman était quand même très très attendu. Oui, effectivement, il n'y a sans doute pas beaucoup de monde qui a vu le film, c'est un peu dommage. Mais malgré les attentes que j'ai pu avoir pour ce film, que j'avais pour ce film, je n'ai pas été déçu. J'y repense pas mal à ce film. Je ne l'ai pas encore revu, hein, j'ai le 4K à la maison, je ne l'ai pas encore revu, mais je le reverrai avec grand plaisir parce que voilà, je suis curieux de voir comment il me reste. Alors là, comme ça, sans l'avoir revu, il me reste vraiment pas mal et de façon très positive. Je suis curieux de le revoir là maintenant, bientôt, pour voir si c'est confirmé ou pas. Pour moi, le souci du film, d'un point de vue réception des spectateurs, c'est dans la promotion en fait. On ne savait pas très bien sur quel pied danser. Est-ce qu'on est devant du gros spectacle? Est-ce qu'on est devant un truc un peu mystérieux, style dans son jus, quoi. Ouais. Et donc voilà, c'est peut-être ça qui a un peu refroidi les gens. Ils se sont dit, qu'est-ce que c'est un film d'épouvante? C'est un film. Ben oui, il y a ce côté un peu épique, viking qui est cool, mais il y a tout un côté un peu mystique Creepy, aussi, qui n'était pas assez présent à mon goût, c'était un peu dommage. Mais oui, il y a pas mal de choses différentes et c'est vrai que c'est pas facile. Enfin, en même temps, voilà, c'est-à-dire que le film n'est pas vraiment dans une case. Est-ce à son avantage, à son inconvénient? Voilà, pour certains, c'est peut-être à son inconvénient, et c'est vrai qu'au niveau de la promo, c'était peut-être à son désavantage. Mais voilà, pour moi, ça a quand même marché, malgré les petits manquements qu'il pourrait y avoir dans le film. Mais un vrai film de viking qui sent la gadoue, avec un beau casting. Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Claes Bang, Anna Taylor-Joy, Ethan Hawke, William Dafoe. C'était canon. C'est du gros, c'est du lourd. Donc 9e, il a tout à fait sa place là. 8e film, Thibaut. X. Oui, X de Ty West, que j'ai pas encore revu. J'aimerais bien le revoir aussi. Surtout que maintenant, depuis que j'ai vu Pearl, on n'a pas parlé de Pearl dans le podcast parce que voilà, il n'est pas sorti. Je l'ai vu pour d'autres raisons, des raisons professionnelles. J'espère qu'il sortira, cela dit. Mais voilà. Alors, je vais quand même parler un peu de Pearl pour parler de X, parce que au moment où X allait sortir, Ty West a annoncé que ce serait une trilogie et que donc il allait tourner Pearl en même temps, qui serait un prequel. Et donc le 3e volet, Maxine, je ne sais pas s'il a été tourné en même temps, je ne suis pas sûr. Mais il sortira plus tard. Et donc, en fait, X, c'est vraiment un bon film hommage au grand film d'horreur, Massacre à la tronçonneuse principalement, un peu au slasher, avec une jolie esthétique, un gros travail de mise en scène. Rappelle-moi un peu, c'est donc les gens qui vont tourner un film X quelque part. Exactement, dans une grange, et puis papy et mamie qui tiennent la ferme. Moellement content. Ouais, pas très très content, et pas très très sympa surtout. Et Pearl, le prequel. Donc dans X, Mia Goth incarnait 2 personnages, hein, une jeune qui était dans la bande et aussi la petite vieille qui était bizarre. Dans Pearl, elle incarne donc le personnage de la petite vieille, mais jeune. Et le film est très différent quand même de X dans sa façon. Ici, il y a un côté très encore plus ancien forcément vu qu'on n'est pas à la même époque, mais très esthétique un peu cartoonesque limite, surtout dans les réactions du personnage de Mia Goth. Elle est incroyable dans Pearl. Dans Pearl, elle est évidemment meilleure que dans X, mais clairement Mia Goth, elle se place comme une des grandes actrices de cinéma de genre de ces dernières années. Elle va avoir une carrière dans le cinéma de genre qui va être incroyable. Elle est déjà très remarquable, un peu comme Anya Taylor-Joy et d'autres dont on parle de temps en temps dans le podcast, mais voilà. X pour moi, c'était un grand plaisir, alors que
ça reste quand même un peu dans les rails. Il y a pas il renouvelle pas spécialement le genre, mais il le fait très bien, avec quand même quelques idées de mise en scène très sympas, et en même temps parfois très cliché. Mais voilà, ça a été un gros kiff, et pour moi c'est un des meilleurs films de genre de l'année. Très bien, c'est Tout pour ça qu'il simplement. est là en 8ème place, Miyagot, qui donc fait son trou dans le cinéma de genre, qui le creuse toujours un peu plus, Et oui, et bien. aux côtés de son mari Shia LaBeouf. Ça, c'est pour d'autres choses. Pardon. Lui, il fait pas de film de genre, mais on sait jamais. Elle est mariée à Shia LaBeouf. Oui. D'accord. Ah, oui. Oh, je ne savais pas. Ils ont eu en enfance. Hein. Mais oui, alors ça je sais. Oui, parce donc que voilà. j'ai voulu inviter Miyagot et son publiciste m'a dit qu'elle était enceinte. Bah voilà. Ok, on passe au suivant. Septième film, Triangle of Sadness. On en parlait un tout petit peu plus Bah tôt. oui, j'ai dit quand on parlait du numéro 10, Close, que c'était mon deuxième film préféré de la compétition, que pour moi, celui que je voulais voir gagner la Palme d'Or, c'était Triangle of Sadness. Bah, logiquement, Triangle of Sadness et hashtag, sans filtre en français. C'est normal qu'il soit encore plus haut dans mon top de fin d'année, à savoir la 7ème place. J'adore le cinéma de Ruben Östlund, j'aime bien son côté faussement transgressif, faussement subversif. Genre je veux déranger les gens alors que je fais partie un peu de cette caste-là, pardon. Ah oui, c'est clair. Autodérision à 100%, le mec. Voilà, hein. c'est ça. Il faut prendre ces films avec un certain degré de lecture et pas les prendre complètement au premier degré, parce que sinon c'est clair que vous allez détester et que le niveau d'hypocrisie est tellement élevé dans la démarche de Ruben Östlund que pour plein de gens ça ne passe absolument pas. Mais voilà, pour moi ça reste un des grands moments cinéma de l'année. Le deuxième chapitre sur le bateau, c'est incroyable. Et voilà, j'ai déjà hâte de voir son prochain où il va nous parler de problèmes avec le système d'entertainment dans les avions. Donc à partir du moment où les gens qui font un long courrier n'ont plus leur petite télé devant eux, ça va se barrer en couille d'une force, ça va être monumental. Voilà. Il va faire un film d'avion, du coup. Il va littéralement faire un film d'avion. Voilà. Ah, écoute. Mais oui, j'adore Ruben Östlund, personnage excentrique à souhait. Provocateur. hein, d'une Et certaine oui, bien sûr. mais faussement provocateur. Oui, parce qu'il joue le jeu aussi. Hein. Mais C'est ça que les oui. gens n'aiment pas chez lui, c'est qu'il critique beaucoup, mais en même temps, c'est lui qui va dans tous les galas. Il fait partie de ces gens-là, mais oui, Voilà, c'est le premier. et Et, en interview, il se promène avec sa palme d'or. Enfin, c'est ce qu'il faisait, en tout cas pour The Square. Ici, je l'ai pas rencontré pour ce film-ci, mais non, moi j'adore. Écoute, tout à fait. Donc c'est un film en tout cas qui ne peut pas être, ne pas être dans la liste, hein, tellement il a laissé les gens sur le carreau à Cannes. Enfin, ça les a oui. plaqués au sol, donc du coup, ça t'a plaqué au sol aussi. Quel est le 6e film dans le top 10, Thibaut? C'est The Batman. Ouh là là. Et oui, De Matt oui, Reeves. The Batman de Matt Reeves. Je l'ai revu la semaine dernière pour être sûr. Est-ce qu'il sera bien dans mon top 10 parce que voilà, il est dans mon. Tu vois, je fais mon top. J'ai été un peu intelligent cette année. J'ai fait mon top 10 au fur et à mesure de l'année, enfin mon top 20. Oui. Donc il est dedans depuis longtemps. Je voulais voir si, à nouveau, Il allait rester. il confirmait quelques mois plus tard. Et oui, ça confirme quelques mois plus tard. Au niveau de l'histoire, de la façon d'aborder les choses, cette mise en scène, cette esthétique très poisseuse, cette relation avec les différents personnages, la prestation de Colin Farrell en pingouin, et ben non, évidemment de Robert Pattinson et de Paul Dano dans les rôles de Batman et du personnage de Riddler, et Catwoman, Zoe Kravitz. Zoe Kravitz, merci. Non, c'est vraiment top. La BO de Michael Giacchino est superbe aussi. Et franchement, c'est un des plus beaux films Batman qu'on ait eu l'occasion de voir, qu'on ait eu au cinéma tout simplement. Et j'adore la trilogie de Christopher Nolan. J'aime bien les Tim Burton. J'aime moins les films de Joel Schumacher. Mais, Pour des raisons spécifiques. et oui, non, mais franchement, c'est très costaud. On espérait, est-ce que c'était une bonne idée de faire un film Batman alors qu'il y a toujours... Est-ce qu'on fait, est-ce qu'on change, est-ce qu'on garde, est-ce que il a confirmé, il a fait exactement ce qu'il voulait faire, et c'est beau de voir quand un réal peut faire ce qu'il veut, surtout dans un studio comme Warner, où parfois on se demande un peu ce qui se passe. Enfin, on se demande très souvent ce qui se passe dans ce studio tellement c'est n'importe quoi. Mais voilà, qu'est-ce que tu veux, ils ont fait un des meilleurs films de l'année pour moi. Ah, ce Batman, en tout cas, c'est vrai qu'il ne laisse pas insensible. Tu l'as Bah dit, non. hein, super environnement poisseux et tout. C'était
sans doute le plus fidèle par rapport au comic. Ouais. Ah oui. Et de loin. Le son, putain, franchement, alors, le 4K déjà magnifique. Alors le son sur ma barre de son d'habitude, voilà, j'habite dans un immeuble, je mets jamais trop haut parce que voilà, tu faut t'es être dit... un peu respectueux. Et j'ai regardé le film un peu tard, mais j'ai quand même fait un peu monter le son. Et là 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 là. Tu sentais... c'était beau, c'était beau. Tu sentais la différence. Ouais. Voilà, en tout cas, pour ce 6e film, on rentre maintenant dans le top 5, ça rigole plus du tout. On passe au 5e film, c'est Flea. Flea, film documentaire d'animation, c'est un peu ça. Exactement. Alors, j'ai renoté le... Ah non, tu as fermé. Bah, c'est pas grave. J'ai pas fermé. Je ne sais plus comment, Rasmussen, le réalisateur du film, qui effectivement, oui, il s'agit d'un documentaire en animation qui aurait dû passer à Cannes 2020, qui est passé dans d'autres festivals finalement en 2021 et qui est sorti en 2022. Décidément. Il fait partie de ces films un peu, alors je vais pas dire maudits, mais voilà, qui ont eu une carrière un peu chier. mouvementée. Ouais. Magnifique. Donc pareil, j'ai vu ce film il y a 1 an et demi. Non, pas tout ça, un peu moins d'1 an et demi. Mais ce film m'est resté. Je trouve que c'est vraiment magnifique. La démarche, l'histoire, la façon de la raconter. Donc cette histoire de réfugié afghan qui est arrivé au Danemark. Et donc voilà, c'est l'histoire de ce type qui en plus est homosexuel. Donc on a donc l'histoire du réfugié, de la question de l'identité sexuelle et cette façon de le vivre, notamment dans la culture afghane, ou en tout cas en tant qu'afghan, parce qu'il a dû quitter son pays assez jeune. Donc voilà, c'était magnifiquement bien raconté et la façon de faire en animation, c'était vraiment sublime. C'est pas le genre de film auquel Enfin voilà, en allant voir Flea, je me suis pas dit d'office, là je vais voir déjà une de mes grosses attentes et d'office ça va finir dans mon top. Non, j'en avais entendu de très très bonnes choses déjà, venant notamment des Américains, de ceux qui l'avaient vu au Festival d'Annecy. Mais voilà, sans plus, et ça fait partie des magnifiques surprises de l'année. C'est le genre de film qui te bouleverse quelque part et qui provoque quelque chose en toi. Et voilà, franchement, je ne m'attendais absolument pas à ce que ça me touche de cette façon. Et c'est ce que j'aime avec le cinéma. Tant que ce soit positif ou de façon négative, j'aime bien être bousculé. Et voilà, ici c'est un film que j'ai vraiment adoré. Et autant parfois, j'adore aussi détester des films. Il y a des films dont je me souviens, que j'ai détesté, dont je me souviens parfaitement parce qu'ils ont provoqué des choses en moi. Et je m'en souviens beaucoup mieux que des films que j'ai aimés, qui m'ont laissé une bonne impression, mais dont voilà, au final, je les ai déjà oubliés. Donc voilà, détester un film, c'est super. Adorer un film, c'est super aussi. Et c'est ça qu'on veut avec le cinéma, tout simplement, c'est vivre des choses. Et là, être une belle émotion, bouleversé, être touché, être dérangé. Voilà, c'est tout. Et c'est tout ça que Flea propose. Oui, regardez Flea, vraiment, c'est magnifique. Bah écoute, je pense que tu as fait un très bon plaidoyer, pas besoin d'en dire beaucoup plus pour ce numéro 5. Passons au numéro 4. Je pense qu'on n'a jamais fait un top aussi rapide. Je pense que tu peux être fier de moi. C'est pas mal, je suis assez fier, au moins le watch time. Il aime pas quand ça traîne, il aime pas quand c'est long. Non, mais c'est ça. En 2022, on veut des shorts, on veut des TikTok. non, mais donc voilà. Flea, 5e, on passe au 4e. 4e qui est Licorice Pizza. De Paul Thomas Anderson. De Paul Thomas Anderson, tout à fait, avec Alan Haim, Cooper Hoffman, Sean Penn. Film qui est sorti la première semaine du mois de janvier, je pense, l'année dernière, ou la deuxième. Exactement, et à l'époque, je m'en rappelle, tout le monde était là, mais c'est incroyable ce film. Et dans ma tête, je me disais, ouais, on va voir si l'année prochaine, les gens vont le ressortir en top. Et ben, je peux dire que je le vois dans plein de tops. Ah ouais, il est là. Et je suis pas étonné parce que c'est vraiment fantastique. Alors c'est un film, je ne l'ai pas revu celui-là. J'aimerais beaucoup le revoir. Il faudrait que je l'achète d'ailleurs. C'est un peu un film impossible à vendre. Hein. Mais oui, parce que ça parle de jeunesse, ça parle de gens, de jeunes personnes qui vont se lancer dans des projets qui sont complètement improbables. Ça parle d'amour, de jeunesse. Il y a la différence d'âge dont on a pas mal parlé quand le film est sorti entre le jeune protagoniste et la fille dont il tombe amoureux. Il y a Bradley Cooper en roue libre. Il y a plein de choses bizarres dans ce film. Il y a plein de choses super. C'est très généreux, c'est très touchant. Ça a l'air un peu foutraque comme ça, mais
En fait, c'est un bordel joyeusement organisé qui se regarde avec délectation, vraiment. Ça se dit délectation ou juste on se délecte? Bref, on se délecte de toute façon. Et c'est un film qui, voilà, c'est pas... à nouveau, c'est un truc qui est pas facile à mettre dans une case, et c'est ça qui est bien. C'est bien de pas tout le temps avoir un film dans une case, genre, c'est un teen movie, c'est un coming of age. Oui, si, il y a aussi du coming of age, mais c'est pas que ça. Et on peut pas résumer le film à un coming of age, parce qu'il se passe vraiment tellement beaucoup plus de choses. Et voilà, je trouve que les jeunes comédiens étaient fantastiques, les plus âgés aussi. L'histoire, il se passe toujours quelque chose. Il y a des parties qui sont parfois peut-être un peu moins excitantes, hein, mais ce petit cocktail à la risky business m'a beaucoup plu, où il y a ce côté interdit qui est très chouette dans le film. Il y a le côté rétro aussi. Rétro évidemment. Puis il y a toujours Johnny Greenwood, donc le guitariste de Radiohead, hein, qui est à la BO. Voilà, en fait, il y a tellement de choses à dire. Je vais pas allez écouter le podcast qu'on avait fait à l'époque. C'est mieux. C'est ça. C'est ce qui se passe quand un très bon réalisateur fait un film qui pourrait être un peu banal si c'était réalisé par quelqu'un d'autre dans un autre contexte, mais il le fait parce qu'il il est minutieux, il prend des bons personnages, il choisit ses trucs, et donc du coup ça donne un très beau résultat. Ouais. Même si c'est peut-être moins prétentieux qu'un Avatar ou un truc comme ça. C'est beaucoup plus grounded, mais... Oui, formellement peut-être un petit ambitieux, peu. Pardon. Mais oui, non, c'est clair. Et à nouveau, hein, c'est la preuve que les films qui sortent en début d'année, on les oublie pas forcément, parce que voilà, entre janvier et février, ce sont les films Oscar qui sortent. Et difficile de les oublier. Je peux déjà dire que The Banshees of Inisherin, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui en France sort le 28 décembre, chez nous il sort le 4 janvier, je peux pas le mettre dans mon top de cette année, et il aurait été très haut, hein, je pense que je l'avais mis genre 3ème. Mais je peux déjà te dire aujourd'hui qu'il sera dans mon top 2023, assurément. Même s'il y aura plein de super films, mais celui-là, c'était vraiment du high level. C'est toujours des problèmes, hein. C'est que les films à Oscar, entre guillemets, sortent en décembre aux États-Unis, du coup, chez nous, en janvier-février. Mais donc, du coup, l'histoire des tops est un peu compliquée, parce qu'aux États-Unis, si vous regardez des vidéos de top d'autres sites américains, vous allez avoir des films. Ah, ils ont déjà. Licorice Pizza, par exemple, il est pas dedans. Parce ils ont. Bah non, quoi. Oui, Licorice Pizza, pour eux, c'était 2021. Et là, dans leur top 2022, il y a déjà Tar, dont on parlera, que j'ai déjà vu. On a le Spielberg. Ouais, c'est ça. Alors, peut-être pas Babylone, j'en sais rien. Enfin bref, voilà. Il y a toujours des décalages. Un temps d'avance. Oui, tout à fait. 3e film maintenant. Ça va? Eh oui. The Innocents, ou Les Innocents, simplement. The Innocents, Deskilfugt. Parce que oui, Vogt, ça se dit Fugt en norvégien. Ça, c'est récent, ça, non? Tu en as parlé il y a pas si longtemps. On en a parlé au mois de mars, avril, je ne sais plus. Du coup. Oui. Ça date d'il y a quelques mois. Un film qui était passé à Cannes en 2021. Film de genre norvégien, donc réalisé par le scénariste de... Ça y est, voilà que son nom m'échappe. C'est pas grave, on continue. De Joachim Trier. Ah bah voilà. Oui, il revient. Qui réalise ici son premier long métrage, et ou son 2e, je ne sais plus maintenant, soit. Et de quoi ça parle encore de Innocence? Rappelle-moi un petit peu. On est dans une banlieue norvégienne dans laquelle il y a des enfants qui jouent ensemble et qui ont des pouvoirs. Voilà. Ah oui, je me rappelle. Film très très surprenant. Ah oui, là. Je m'attendais absolument. Alors, si, il y a des. Enfin. Surprenant dans le sens où il y a tout un univers avec un concept qui, en fait, ça fait très film de drame, en fait, très classique. Mais il y a cet élément fantastique qui est dans le film, qui est assez super, qui est saisissant. On voit que Eskilfugt, il a vraiment un talent pour gérer la tension, faire monter la tension dans le film. Et c'est ça qui fait que ce film, qui a l'air vraiment assez... un peu banal quelque part, avec ces enfants en banlieue qui vont jouer ensemble, qui vont s'amuser, qui vont se détester. Ça a l'air très, très classique, mais avec ce côté fantastique en plus, cet élément fantastique en plus, ces pouvoirs que certains des enfants ont, ben ça t'emmène le film dans une dimension tout autre. Et voilà, c'est un film qui prend de l'ampleur tout d'un coup, et qui a une puissance dingue, parce que les enfants sont saisissants.
Et que voilà, vraiment, le film a une grande force. Et voilà, je te dis, c'était quoi, au mois de mars. Pareil, c'est resté. C'est resté. Et c'est bien resté, hein, parce que c'est vraiment très fort. Très fort ce film-là. De nouveau, un film qui mélange un peu différents genres, différents Eh styles. oui, Tu vois, eh des oui. enfants, d'identité, mais en même temps des pouvoirs. Enfin, Quand voilà, on tente c'est- des choses, on se démarque. exactement. C'est tout à fait le parti pris de ce film-ci. On va passer au deuxième. J'ai l'impression que je sais ce que c'est le deuxième. J'entends de. Ça sent l'essence là. Ça sent le. Le gaz. Ça sent le kérosène. Le kérosène. C'est ça que je cherchais. Ça sent le le. mot. Ça sent le kérosène. Mais il va être sur plein de top 10, hein, ce film. Il n'y a pas que toi. Toi qui es un grand fan de Tom Cruise, forcément, chaque année, tu notes pas Tom Cruise, mais là, j'ai envie de dire Top Gun Maverick, c'est unanime. Tu vas sur les sites de cotation, n'importe Ouais. quoi, que ce soit l'avis du public, l'avis de la presse, on est à du 98%. Tout le monde a adoré. Tout le monde a Je trouvé ça connais incroyable. personne qui a pas aimé le film. Enfin, si, non, je pense qu'il y en a, mais parce que soit ils n'ont pas. Alors, parce que Pas de déjà, goût. il y a beaucoup de monde qui a vu le film sans forcément avoir vu Top Gun premier du nom. Oui. Je pense que si t'as pas vu Top Gun premier du nom, effectivement, c'est déjà beaucoup plus compliqué d'aimer Top Gun Maverick parce que c'est un film qui, techniquement, en 2022, ça passe plus trop en fait ce qu'ils font dans le film. Que ce soit dans la façon de filmer, le côté hyper cheesy, la romance et tout. Ouais, c'est ça. On fait plus trop des trucs comme ça. Non, non. Mais ça fonctionne parce que ça fait écho au premier film et que, en fait, tout fait écho au premier film. Et c'est ça qui est super dans le film. Mais en vrai, je trouve que la romance entre le personnage de Tom Cruise et celui de Jennifer Connelly, ça fonctionne, même s'il y a des moments où t'es un peu. Bon. Ouais, voilà. Et puis, c'est grandiose, en fait. C'est ça. Les scènes d'avion. C'est la douce, Oh là le là. doux mélange entre la nostalgie, hein, tu vois, ah oui, les vieux trucs, les vieux sentiments américains, enfin ce qu'il y a Ouais. dans Top Gun, le premier du nom, Oui. et qu'on retrouve ici. Et Engagez-vous. la claque visuelle de dire, bon, on va amener ça en 2022, caméra dans le cockpit et tout, prise de vue réelle, où là tu te dis, ah ouais, ok, d'accord, donc tu passes la deuxième, quoi. Très Bah, à clairement. fond, ils sont à Mac 10, hein. Mac 10. Mais Je sais pas Mais- si Joseph Kosinski s'attendait à avoir un film d'une aussi je grande pense pas. amplitude dans sa filmographie, parce que non, c'est vrai qu'il il avait fait quoi, Tron Legacy là Oblivion, ouais, c'est ça. Oblivion avec Tom, c'est vrai. Ouais, tout à fait. Et là, il se Mais- retrouve avec un mammouth. C'est quoi, Mais c'est écoute, 2 milliards, ça J'ai Quoi C'est 2 milliards de dollars de revenus. Oh, je sais plus. Ça a presque été ditillé. Mais je pense pas, honnêtement, que quelqu'un s'attendait à ce que Top Gun Maverick soit un aussi gros succès. D'ailleurs, c'est le plus gros succès de la carrière de Tom Cruise. Oui. Et oui, globalement, c'est un film qui fait plutôt l'unanimité. Alors, je pense qu'il y a plein de gens qui le mettront pas forcément dans leur top, mais je pense que le film n'a pas vraiment déplu, globalement. Et puis, c'est un film qui est touchant aussi. Hein. Val Kilmer, à chaque fois qu'il apparaît, j'ai les larmes aux yeux. Je pleurais comme une madeleine. Parce qu'à nouveau, ils ont bien intégré Val Kilmer en vrai dans le film, quoi. Et tout ça, ça fonctionne du tonnerre. Non, c'est un film qui est déjà visuellement incroyable. Il se passe plein de choses. C'est très archétypé. Il y a un côté un peu jeu vidéo aussi, genre voilà, tu dois accomplir cette mission. Ouais. Tu dois voler dans la vallée, larguer ta bombe, remonter au-dessus de la montagne, et voilà. C'est des Faire trucs comme ça. très simples, c'est très codifié, et c'est ça qui fait que ça fonctionne. Et puis voilà, les scènes en avion, vraiment, c'est assez hallucinant. Et Tom Ouais. Cruise, cet homme, je l'aime. C'est Je une des t'aime, dernières Tom. grandes stars du cinéma, quoi, on peut le dire. C'est une des dernières grandes stars du cinéma, avec peut-être Brad Pitt. Et Leo, hein, sans doute. Et qui Et DiCaprio, peut-être. Et DiCaprio, oui. Après, il y a des nouvelles, mais c'est pas pareil. C'est pas la même. Là, tu vois le poster, son nom est limite Ouais, plus ouais. grand que le titre, tu vois. C'est parce que tellement c'est important, quoi. Bah oui. Donc qu'est-ce voilà. que tu veux. Aujourd'hui, Captain America, c'est plus grand que le nom de Chris Evans, quoi, tu vois. Oui, ben oui. Alors, on va pas se lancer dans ce grand débat Tarantinesque. tarantinesque, exactement. Mais oui, je sais plus si on a déjà parlé dans le Peut-être. podcast ou pas, mais oui, c'est vrai que maintenant les gens, certains, enfin voilà, une partie Les du public licences sont les va stars. avoir des gens C'est ça. pour les licences plus que pour les personnes qui incarnent les personnages des licences, même si Chris Evans, Robert Downey Jr., Oui. Chris Hemsworth, ça reste des stars, Bien sûr. des grandes stars, mais
on va pas les suivre au bout du monde comme on suivrait un Tom Cruise ou un Brad Pitt ou dans un DiCaprio, ravin avec quoi. une moto ou un train Voilà. dans le Mais prochain oui. Mission Impossible, n'est-ce pas? Exactement. Voilà, nous arrivons au premier film du top, Thibaut. Last Doucement, but not least. doucement mais sûrement, je vais essayer de deviner quel est ton premier film, je ne sais plus lequel c'est. Alors que t'as regardé. J'ai mon vu top la liste il y a 2 juste avant. secondes, mais je ne sais plus. Je vais pas essayer de deviner, je vais prendre trop de temps. On y va tout de suite. Ah oui, Everything Everywhere All at Once, film ovni de l'année. Hein. Film complètement ovni de l'année. What the Alors, fuck, tout ce que vous il a voulez. eu, je vais un peu récapituler les événements de façon chronologique. Il a eu une grosse hype aux États-Unis quand il est sorti. Donc, il a commencé sa carrière à South by Southwest aux États-Unis fin mars. Il est sorti chez nous en Belgique finalement en fin août. Il est passé en festival aussi. Bref, grosse hype. Belle sortie chez nous quand même, mine de rien. Plein de gens qui l'avaient déjà vu avant. Moi, je l'ai vu dès le mois de mai. Ils ont commencé les projets presse assez tôt. Donc ça crée une petite hype plus locale, entre guillemets, petit à petit. Les gens adorent, globalement. Tous ceux qui le voient avant adorent. Et puis, une fois que le film sort, c'est soit les gens adorent, mais il y en a plein qui détestent. Et autant... Enfin, voilà, c'est mon numéro 1 de l'année, parce que c'est hyper ingénieux. Il y a énormément de choses. C'est très, très généreux. C'est intelligent. Ça parle de choses très touchantes, de façon... qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Il se passe plein de choses, c'est bourré de métaphores, c'est bourré de trucs complètement dingues. Je l'ai déjà dit, mais parfois quand je parle du film, je dis voilà, il y a une espèce de ratatouille mais avec un raton laveur, il y a un donut géant, il y a un plug anal, t'as du Wong Kar-wai, enfin t'as des trucs, t'as des mains avec des doigts, et tout ça sorti de ce contexte, ça a l'air complètement débile. Des doigts, bah oui. Des mains avec des doigts saucisses, pardon. Oui, oui. Tu fais bien de me reprendre. Et donc tout ça, dit comme ça a l'air complètement débile, fou, débile, foutraque, et ça va dans tous les sens, et c'est vrai. Et en même temps, voilà, certains perçoivent ça comme des défauts, c'est qu'il y a tellement de choses, le film est long aussi, il fait 2h20, c'est qu'il y a tellement de choses que voilà, ça fait un peu brouillon dans l'esprit de certains. Disons que le titre vend bien la mèche, quoi. Hein. Oui. Everything Oui, Everywhere c'est All genre, at Once, c'est... on vous donne tout, tu te prends tout dans la gueule, attention, t'as un camion qui te passe dessus. Mais voilà, vraiment, pour moi, ça a marché. Mais c'est une expérience, pour le coup. Et même si tu t'aimes pas le film, en fait, c'est le genre de film qui a le mérite d'exister, parce que il en faut des trucs créatifs comme ça. Là, c'est on clair en a besoin. On casse Il y a tous les codes. tellement de trucs aseptisés Ouais. qu'on voit toutes les semaines, que ce soit dans les comédies, les films d'action, etc. Ça fait du bien, ce genre de bouffée d'air frais. Et en plus, c'est là... Alors j'allais dire la résurrection, la renaissance de Michelle Yeoh, qui s'était fait discrète ces dernières années, qui est nommée au Golden Globe et tout. Donc Là, ça fait plaisir. Oui. Jamie Lee Curtis, incroyable en second rôle. Le jeune acteur des Goonies et d'Indiana Jones 2, j'oublie toujours son nom, je suis désolé, et je l'ai pas devant moi. Pareil, il est génial dans le rôle de l'époux de Michelle Yeoh. Enfin voilà, c'est un film qui est généreux, il y a tellement de choses, c'est tellement inventif. Voilà, j'achète. Après, bon, il y a le petit côté 824 derrière, la promo et tout, le merchandising et les goodies, ils y vont. Il y a le hype. Et c'est le petit côté 24 que j'aime moins, qui me casse un peu les couilles. Mais voilà, les Daniels, regardez leurs films, quoi, que ce soit Swiss Army Man ou même le film suivant de David Scheinert. Donc il a réalisé en solo sans Daniel Kwan, pardon. Pourquoi je dis les David? Moi c'est les Daniel. Les Daniels. The Daniels. Donc voilà, Swiss Army Man réalisé par Daniel Kwan et Daniel Scheinert. Et puis The Death of Dick Long réalisé par Daniel Scheinert en solo. C'était un peu moins bien, mais c'était pas mal. Il y avait pas mal d'idées aussi sympas. En tout cas là, on sent qu'ils se sont fait plaisir et qu'ils nous font plaisir aussi, comme tu l'as dit, parce que l'intérêt de ce film-là, c'est peut-être pas d'avoir une histoire bien cousue, on comprend tout. C'est au contraire de se prendre, comme tu l'as dit, un train dans la figure et d'avoir une vraie expérience en se disant mais qu'est-ce que je regarde, et en prenant du plaisir à se dire ça aussi. Hein, pas juste qu'est-ce que je regarde pour juste qu'est-ce que je regarde, quoi. Exactement. Les doigts saucisses ont une raison d'être là. Ouais. Alors globalement, bilan, on peut remettre le... Vas-y, tu as l'honneur de mettre le dernier slide.
le top 10 dans l'ensemble. Donc pour récapituler, Close de Lucas Dont en 10e place, The Northman de Robert Eggers en 9e place, X de Ty West en 8e place, Triangle of Sadness de Ruben Östlund en 7e place, The Batman de Matt Reeves en 6e place, Flea de Rasmussen en 5e place. Oui, j'ai toujours plus le nom en tête. Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson en 4e. Et le top 3 est composé de The Innocence d'Eskil Vogt, Top Gun Maverick de Joseph Kosinski et Everything Everywhere All at Once de Daniel Scheinert et Daniel Kwan. Franchement, ça a été une très bonne année 2022, je trouve. Ah ouais. 2023, on va faire le podcast sur les attentes qui sortira très bientôt. Mais je peux déjà te dire que j'ai vu de très 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 bonnes choses, dont potentiellement mon numéro 1 déjà. Mais non, 2023 promet. Surtout qu'il y a des films qu'on attendait déjà pour cette année qui sont encore reportés. C'est ça, faut pas oublier que 2022 était une année où on a ouvert un peu la boîte de Pandore parce qu'il y a eu un lockdown forcément, aussi au cinéma. Et donc là, il y a plein de films qui sont sortis, notamment Top Gun, qui était prévu depuis plus longtemps. Qui attendait depuis 2 ans. Voilà, mais maintenant ça continue. Le décalage est encore là, et donc les sorties de 2023 sont incroyables aussi, que ce soit au cinéma, en série, en streaming, ça va être la folie. Scorsese, qui était sans doute notre numéro 1, ou qui était dans notre top 10 des films les plus attendus de l'année, ce sera 2023. Ouais. David Fincher, ce sera 2023. Enfin voilà, il y aura pas mal de choses. Mais voilà, 2022 a vraiment été une bonne idée. Oui, Spielberg, Damien Chazelle et tout ça. Normalement, c'était prévu pour fin 2022. Aux États-Unis, ils sont sortis pour la plupart en fin 2022, mais ce sera 2023 ici. Et voilà, en tout cas, ça promet. Mais 2022 était vraiment une bonne année. J'en suis très content. Très bonne année de cinéma de genre aussi. On n'a pas parlé de tout, mais il y a eu vraiment pas mal de très bonnes choses. Et mine de rien, il y a quand même 4 films de genre dans mon top de fin d'année. Et puis surtout, il y a Astérix l'Empire du Milieu l'année prochaine, ça c'est très important. Que je vois très bientôt. Que techniquement, au moment où ce podcast sort, je l'aurais vu. Wow. Oui, parce qu'il le montre tôt. J'ai hâte que tu m'envoies un SMS quand même pour me dire ce que t'as pensé de ce film, Thibaut. Bref. J'ai hâte ou pas. Comme les 3 mousquetaires. Hein. Je vais dire qu'un mot Zlatan, quoi. Bref. Oui. Bref, c'est le podcast du top. On parlera des films de 2023 dans le podcast des attentes. Qui sera assez complet comme d'habitude, un peu exhaustif, enfin non pas exhaustif justement, mais on va essayer un peu de cibler par thématique comme je fais souvent, les films plutôt attendus en festival, puis on fait les mois par mois, les blockbusters, etc. Exactement. Non, on fait pas marre. Non, parce qu'en fait c'est vrai qu'à partir de certains mois il n'y a pas les calendriers. Mais c'est ça. Donc du coup c'est pas bon. Mais ça va être aussi un podcast à mon avis d'une 40aine de minutes. Comme celui-ci. Qui va être intéressant. Voilà. N'est-ce pas ? Voilà, et que vous êtes très nombreux à écouter chaque année. Désolé Guillaume de t'avoir coupé. Non, c'est vrai. Mais c'est vrai que vous êtes nombreux à écouter nos podcasts de top et d'attente de l'année suivante. C'est cool, parce que ça nous demande pas mal de boulot. Disons que tu vois beaucoup de films, quoi. Oui. N'est-ce pas, Thibaut ? Voilà, c'était donc notre top 20 et surtout top 10 de l'année 2022. Ouais. Merci, Thibaut. Merci à toi. Merci d'avoir été encore plus nombreux à nous écouter en 2022. Ça fait très, très, très plaisir. Vous êtes encore plus nombreux à chaque fois. Et d'ailleurs, si vous êtes encore là, vous êtes vraiment fidèles. Je vous invite à aller découvrir notre autre podcast, l'Agence du Pitch. À un moment, il y a un nouvel épisode qui a été publié entre-temps. Oui. Et vous allez qui n'est pas encore enregistré. Avec une thématique forcément de fin d'année, hein, c'est le principal. On va parler de films de Noël. Tout à fait. Donc voilà, n'hésitez pas à prolonger un peu le plaisir avec nous. Le lien sera dans la description. Et en général, quand je dis ça, Guillaume ne met jamais les trucs dans les descriptions. Non. Mais surtout en vacances. Voilà. On va essayer. Du coup, pour le top 10, allez au cinéma. Franchement, ça vaut la peine. Pas toujours, mais pour le top 10, ou en tout cas, il y a certains films qui valent la peine d'être vus au cinéma. Ouais. Et je pense que, en tout cas, il y a eu beaucoup de plaisir dans ce top. Oui. Beaucoup de films très différents. Tout à fait. Je pense à Flea avec Everywhere All at Once, c'est pas dans le même délire. Du tout. Top Gun avec X non plus. Non. Mais voilà, en tout cas, c'est ça qui est bien au cinéma, c'est d'avoir un peu un mélange des genres et des choses. À très bientôt pour une nouvelle année de Cinécast, pour d'autres recommandations cinéma. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter dans cette vidéo ou ce podcast quels sont vos tops de l'année. C'est super important aussi de voir un peu les goûts. Dites-nous ce que vous avez pensé de cette année cinéma. Connaître le vôtre aussi. À très très bientôt. Ciao.